Europe 1 Nuit Week-end. Maël Laurent. Bonsoir Gérard Vespierre. Bonsoir à vous, Maël Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 Nuit Week-end. Je rappelle que vous êtes fondateur du média web Le Monde Décrypté, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Un Moyen-Orient qui retient son souffle. On avait démarré la semaine avec Donald Trump qui était sur le point de reprendre ses frappes vis-à-vis de l'Iran, éventuellement les décaler. Et puis aujourd'hui, on a Téhéran qui affirme être en phase de finalisation d'un accord avec Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Un accord également dont parle Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Est-ce que cette fois, Gérard Vespierre, c'est la bonne, ou est-ce que cette fois, on va encore avancer d'un pas pour mieux reculer encore de deux? Non, je crois pas qu'on puisse reculer. Si on recule, c'est à nouveau la guerre. Or, aucune des deux parties ne le souhaite, n'est-ce pas? Ni l'Iran, qui est dans une situation économique difficile parce que elle vend beaucoup plus difficilement son pétrole qui ne sort plus non plus du golfe d'Ormuz. Les États-Unis ne veulent pas avoir un maintien des cours du prix de litre d'essence à la pompe chez eux atteindre des sommets. Donc tout le monde veut un retour à la normale. Et cela se fera par étapes. On va pas s'embrasser immédiatement. On va d'abord se faire une poignée de main, si je puis dire, et puis on va continuer dans un deuxième temps à parler et à négocier sur les 10, 15 points qui vont structurer l'accord partiel. Donc il faut s'attendre à un étalement des négociations et en parallèle probablement un desserrement des blocages autour du détroit d'Ormuz. Mais donc tous ceux qui parlaient de blocage, d'inertie, d'impasse, voire même de chienlit, qui expliquaient que l'Iran n'allait pas cesser de jouer la montre, qui avait des demandes totalement déraisonnables ou disproportionnées, n'avaient donc rien compris à ce qui se joue depuis 3 mois au Moyen-Orient? Si, il fallait écouter les mots qui n'étaient pas dits derrière les mots qui étaient dits, si vous me permettez cette formule un peu spéciale. C'est-à-dire qu'on est dans un échange de propagande. À partir du moment où vous êtes en confrontation, eh bien, vous n'allez pas annoncer à votre adversaire le jeu que vous avez dans les mains, n'est-ce pas? Donc, vous lui faites croire que tout va bien, j'ai reconstitué mon stock de missiles, disent les Iraniens, mais comment reconstituer un stock de missiles en 50 jours? Vous ne pouvez pas faire des miracles, surtout. Donc, quand après, l'Iran annonce ça aujourd'hui, vous considérez que ce n'est pas crédible? Non, ce n'est pas crédible. Vous ne pouvez pas construire des centaines ou des milliers de missiles en 50 jours, n'est-ce pas? Ou alors il faut même les Ukrainiens ne peuvent pas faire cela. Donc et après des années de combat. Donc c'est absolument simplement de la propagande pour impressionner l'opinion mondiale, gagner du temps pendant que effectivement les diplomates sont au travail. De la stratégie, de la tactique, de l'affichage. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu cette fois-ci un déclic pour faire pencher la balance, pour recréer une dynamique de paix entre l'Iran et les États-Unis? Gérard Vespierre? Oh, de paix, pas forcément. Disons que c'est une paix armée pour le moment, n'est-ce pas? Tant que les porte-avions seront dans les alentours. Et il faut situer la situation actuelle dans une dynamique. Il faut voir ce qui se passe depuis bientôt 3 ans, depuis le 7 octobre 2023. Il a été décidé par Israël et les États-Unis, eh bien, de rendre la monnaie de sa pièce, si je puis dire, au régime iranien et après les attaques du Hamas. Voilà, après les attaques du Hamas du 7 octobre, piloté par Téhéran. Vous aviez donc le Hamas qui avait l'habitude de lancer des roquettes, s'est mis à attaquer au sol, à attaquer avec des ULM, attaqués par la mer. Donc vous aviez une attaque militaire classique terre-mer qui a été conçue par les gardiens de la Révolution, donc par Téhéran. Donc il était décidé par les deux puissances alliées, Israël et États-Unis, de replier toute l'influence extérieure de l'Iran dans un premier temps. Donc sur le Hamas, vous voyez ce qui se passe avec le Hezbollah au Liban, vous voyez la chute du régime de Bachar el-Assad, donc et puis les Houthis au Yémen qui restent tranquilles. Donc tout le reflux de l'influence extérieure de l'Iran dans un premier temps, puis guerre des 12 jours, il y a donc 1 an au mois de juin 2025, et maintenant donc les frappes de 40 jours qui ont eu lieu en février
février-mars, donc et début avril. Donc vous avez vraiment une planification. Si on prend du recul, si on reste pas le nez collé à la fenêtre, on voit que les choses, eh bien, elles doivent un jour aussi continuer, peut-être à l'intérieur de l'Iran, par des mouvements à nouveau de révolte, pour mettre fin à ce régime, parce que, à mon très humble avis, là est l'objectif ultime à la fois d'Israël et de Washington. Un espoir qui renaît, mais quelques bémols quand même. D'abord, les sujets nucléaires ne feraient pas partie des 14 points en cours de validation par les États-Unis et l'Iran. À quoi sert un accord de paix qui ne statue pas sur cette question de nucléaire ? Écoutez, je pense que le nucléaire va y figurer, mais il n'y a pas de solution, à mon avis, dans la situation nucléaire. Il n'y aura pas de solution autour des 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Il n'y aura pas de solution sur l'enrichissement, la poursuite de l'enrichissement en Iran et à quel taux. Donc, effectivement, le sujet nucléaire ne sera pas bouclé, il ne sera pas terminé. Il y aura des négociations, comme on le disait il y a quelques minutes, qui vont se poursuivre pendant des semaines et des mois naturellement. On dit aussi ce soir que les B-2 américains restent prêts à décoller. Là aussi, est-ce que c'est de la stratégie politique, de l'affichage face à l'ennemi ? C'est un peu moins que de la stratégie, c'est de la communication politico-militaire, n'est-ce pas ? La stratégie consisterait à les mettre en vol et à dire effectivement nous sommes prêts à frapper. Là, à partir du moment où ils restent au sol, c'est simplement une gesticulation, pour employer un mot que les militaires aiment bien, une gesticulation, mais cette fois-ci de communication. Mais donc vous ne croyez pas à une reprise des frappes de part et d'autre dans un avenir proche? C'est vraiment la voie de l'accord qui semble être primordiale dans les jours à venir. Absolument, mais Laurent, absolument, parce que personne n'a intérêt, ni l'Iran, ni les États-Unis, à une reprise des combats. Et le troisième intervenant, qui est l'ensemble des pays du Golfe, ni l'Arabie Saoudite, ni le Koweït, ni le Qatar, ni les Émirats Arabes Unis, ne souhaitent une reprise des frappes et des échanges de missiles et de drones. Et c'est eux qui avaient demandé aux États-Unis de ne pas bombarder l'Iran en début de semaine, comme Donald Trump l'annonçait. Ça, oui, c'est très très vraisemblable, et donc Donald Trump habilement s'est appuyé sur cette orientation souhaitée par les pays du Golfe pour expliquer que lui-même ne reprendrait pas les armes. Dans cette équation complexe du Moyen-Orient, il y a toujours la question du détroit d'Ormuz, de sa réouverture, de son déblocage. Les négociateurs expliquent que l'accord en discussion inclut la fin du blocus américain à Ormuz. Il se matérialise comment, ce blocus, après 3 mois de guerre? Qui concrètement détient les clés de ce détroit? Mais il y a donc d'une certaine façon les États-Unis qui, avec leur flotte militaire, donc interceptent tous les bateaux qui veulent rentrer ou sortir du détroit d'Ormuz. Et puis de l'autre côté, les Iraniens, donc qui menacent de frapper tout navire qui circulerait proche de leur côte. Donc les deux puissances sont intervenues dans le blocage. D'abord les Iraniens d'un point de vue historique en bloquant la circulation, et en réponse la flotte américaine qui a empêché ou en grande partie les bateaux donc qui veulent aller en Iran et bien de s'y rendre. Il y a la Chine aussi qui a proposé, selon Donald Trump, son aide pour débloquer la situation spécifiquement dans le détroit d'Ormuz. Comment est-ce que vous regardez tout ça, Gérard Verspierre, sachant que quand on vous lit, on comprend que c'est la Chine qui est le nouveau gendarme du monde? La Chine, eh bien, elle est déjà présente parce que un des grands alliés de la Chine, n'est-ce pas, un peu plus au nord du Moyen-Orient, c'est le Pakistan. Donc le Pakistan qui est effectivement l'intermédiaire, qui est pays musulman, qui est donc puissance nucléaire, n'est-ce pas? Donc ils ont le savoir pour pouvoir négocier ou apporter des éléments aux Iraniens et les transmettre aux États-Unis. Donc la Chine a une position effectivement, je dirais, au balcon. Elle observe, elle agit dans l'ombre, elle n'est pas sur le terrain. Il n'y a que les États-Unis et Israël qui effectivement sont présents, mais elle a ses intérêts. Elle achète
à l'Iran 1 600 000 barils Baril. par jour, c'est-à-dire c'est plus que la consommation de la France, n'est-ce pas? Donc là, on est dans des consommations, pour situer l'importance des volumes, et elle a besoin de 10 millions de barils par jour qui viennent du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de l'Irak. Donc il y a vraiment un intérêt pour eux à maintenir parce que maintenant, les 3/4 de la croissance économique chinoise provient de ces exportations. Le marché intérieur est devenu pratiquement atone. C'est une très très grande difficulté qui s'annonce et qui est cachée pour le moment parce que la population chinoise va continuer de faiblir. Avant la fin de cette décennie, d'une année sur l'autre, il y aura 10 millions de Chinois en moins. C'est la pyramide des âges qui l'annonce. C'est la conséquence de 36 ans de l'enfant unique. La Chine qui est au balcon, est-ce que la France l'est aussi? Le porte-avions français Charles de Gaulle et son escorte sont sur zone au large de la péninsule arabique. Ça sert à quoi concrètement? Et ça sert à quoi concrètement qu'Emmanuel Macron s'entretienne comme aujourd'hui avec Donald Trump et plusieurs dirigeants des Émirats, du Qatar ou de l'Arabie Saoudite au sujet de la guerre? En quelques secondes. L'équipement militaire, les dotations militaires, c'est une autre façon d'agir d'un point de vue politique. Donc ça confirme une présence diplomatique de la France, aussi au bénéfice de l'Europe. Donc on mobilise des moyens, on affirme notre présence militaire au sud de l'Arabie Saoudite, et on est également présent dans des bases en Jordanie, on a des soldats au Liban. Donc il y a, malgré toutes les critiques, si vous voulez, il y a des réalités de la présence française au Moyen-Orient. Et puis nous avons une grande entreprise française, n'est-ce pas, qui est très très active dans le gaz, le pétrole et les énergies renouvelables. Gérard Vespierre, analyste géopolitique, fondateur du média web Le Monde Décrypté, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et auteur également, je le précise, de l'étude Vers la prochaine révolution iranienne. C'est aux éditions Les Impliqués.